Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Comment pouvions-nous avoir interviewé plus d'une vingtaine d'acteurs de nos sports équestres et ne pas encore être allés à la rencontre du grand Michel Robert? D'avance, on vous fait notre mea culpa. Le mythe Michel Robert, comme il le dira au cours de cet épisode, a partagé plus d'1 heure de son temps avec nous pour cette interview que vous nous avez beaucoup réclamée. Avec Michel, nous avons eu à cœur de ne pas faire un bilan de sa carrière, qui, à notre sens, est loin d'être terminée. Michel a eu l'occasion de revenir sur le modèle actuel des compétitions sportives, son point de vue sur la vie, sur le travail des chevaux, l'enseignement, mais aussi sur ses projets dont il n'est jamais à court. Cette conversation fut riche en apprentissage et nous sommes si heureuses d'avoir pu partager ce moment avec Michel. On espère que ça vous plaira. Pour enregistrer cet épisode, nous avons eu le plaisir de nous associer avec Equines. Ce nom vous dit peut-être quelque chose et vous avez déjà dû les croiser dans leurs camions magasins en concours ou en salon, en national ou en CSI. Equines, c'est une sellerie créée par Xavier il y a maintenant 15 ans. D'abord dédié à la tournée d'écurie en Haute-Savoie, il s'est rapidement orienté vers de la sellerie de concours, rejoint par Sophie dans le développement de l'activité. Animé d'une passion commune, c'est aujourd'hui une 50aine d'événements par an qui sont couverts en France comme à l'étranger. Equines a élargi et spécialisé sa gamme pour répondre aux besoins d'une clientèle toujours à la recherche d'excellence dans les performances et le bien-être de leurs chevaux, fidèles à leurs fournisseurs avec qui ils travaillent en lien étroit à la recherche permanente de nouveautés, ils n'hésitent pas à développer leurs propres produits si besoin. N'oubliant pas le confort et le style des cavaliers, la sellerie distribue fidèlement la marque Equiline depuis de nombreuses années. Depuis maintenant 2 ans, Equines se tourne vers le digital et a ouvert son site de vente en ligne equines.fr, offrant ainsi au plus grand nombre un accès à l'intégralité de son stock. Aujourd'hui, comme tous les acteurs de la filière, Equines vit une situation exceptionnelle. Plus de concours, plus d'événements. Alors pour répondre à la demande de leurs clients, Equines a repris le chemin des écuries comme il y a 15 ans. Dans un premier temps réservé aux professionnels, ces tournées se sont élargies à tous les cavaliers des régions Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Alors n'hésitez pas à les contacter pour une visite dans vos écuries en attendant notre retour à tous sur nos terrains de concours favoris. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Michel et merci beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec nous et de nous recevoir ici chez toi, dans ta propriété. Pour rien te cacher, au départ, on avait quand même prévu d'introduire cet épisode avec la longue litanie de tous tes titres et de ton palmarès. Donc champion de France, Jeux Olympiques, champion du monde, par équipe et médaille de bronze au championnat. Bref, j'en passe plein. Je vais m'arrêter là et du coup, je voudrais commencer cet épisode différemment en te demandant si tu peux nous dire qui tu es avec simplement tes mots et tes idées à toi. Bonjour, qui je suis, ça c'est une grande question, hein. Tout le monde se pose cette même question. Qu'est-ce que je fais sur la Terre, qui je suis? J'aime pas dire déjà, j'aime pas, donc enfin peu importe, il va falloir parler de moi quand même. Je suis assez réservé, assez timide au départ, et si on situe ma naissance, moi je suis né pas très loin d'ici, à 20 km d'ici, à Corbelan, dans l'Isère, donc un dauphinois, donc je suis resté dans ma région. D'un père qui était médecin, mais un peu original, puisqu'il faisait ses visites en voiture à cheval ou à cheval, la plupart du temps, dans la campagne. Et ma mère était infirmière, elle, pendant la guerre, et puis elle s'occupait de ses 6 enfants, puisqu'on était 6 dans la famille. Qu'est-ce que je suis? Je sais toujours pas ce que je suis. Je suis, on va dire que je suis un cavalier, que je suis un passionné de cheval, un amoureux du cheval, donc que j'ai toujours été très proche des chevaux, très proche de la nature. Et en voulant toujours progresser et voir jusqu'où je pouvais aller. Qu'est-ce que je suis? Je crois que c'est plutôt à quelqu'un d'autre, aux autres, à définir ce qu'ils ont envie de définir de moi, mais pour moi, c'est assez délicat de parler de ça, quoi. Après, on peut donner des étiquettes, cavalier de l'équipe de France, je suis français, telle religion, etc. Enfin, voilà. Mais c'est un peu des étiquettes j'ai dépassé le stade des étiquettes. On a découpé un peu cette interview en thèmes parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on aimerait aborder avec vous. Donc on va commencer un peu par votre vie sportive.
Ça fait des années que les journalistes essaient de vous faire un bilan ou une rétrospective de votre carrière. Et nous, on pense qu'en fait, tu es complètement au-dessus de ça. T'as dépassé les années en te renouvelant tout le temps, à chaque fois. Alors, on se demandait, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer encore, à travailler chaque jour avec les chevaux, à vouloir aller en piste, enseigner, monter, etc. Oui, les résultats sportifs, oui, ça m'intéresse pas tellement. Enfin, ça fait partie de ma route que j'ai suivie tout le temps de ma carrière. Mais qu'est-ce qui me fait travailler encore les chevaux et être là? C'est d'abord parce que c'est une occupation qui me valorise, en fait, personnellement, qui me fait du bien, qui est un plaisir, qui fait partie de mon équilibre de ma vie, quoi. Je veux dire que j'imaginais pas, et j'ai jamais imaginé à aucun moment de ma vie de vivre sans les chevaux, sans être près des chevaux. Donc oui, et égoïstement de progresser moi-même dans mon physique et dans mon mental, et puis d'amener aux autres, aux chevaux, de les faire progresser, d'arriver à connaître, analyser tous ces comment ils fonctionnent, comment ils sont dans leur tête et pourquoi, et voilà, et puis voilà, et chercher la petite bête, comme un scientifique qui décortique un peu tout, quoi. Mais c'est cette passion de progression et de recherche. Bon, c'est vrai qu'on dit souvent j'ai une carrière assez longue, mais je pense que j'ai presque d'être en avance sur le cours des choses, quoi. Je cherche à savoir comment on va monter à cheval dans 10 ans, dans 15 ans, et qu'est-ce qu'on va faire avec les chevaux. Ce qui m'intéresse, c'est un peu trop même le futur, quoi. Tu t'es toujours demandé, en fait, à un instant T, comment ça va être dans 10 ans. Ça te passionne. Oui, voilà, exactement. Oui, c'est ça. J'ai dit, comment on va monter à cheval. En fait, si je montais à cheval aujourd'hui, si j'étais en compétition comme je montais il y a 20 ans en arrière, je serais pas du tout dans le coup, quoi. Donc, c'est l'évolution qui est intéressante. Et dans cette évolution-là, sans vouloir imiter les autres cavaliers, mais je voudrais prendre de l'avance sur les autres, pratiquement, essayer d'avoir de l'avance toujours. Alors, c'est pour ça que c'est un côté très original, un peu fou, un peu bizarre pour certaines personnes. Pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Puis après, on voit les mêmes personnes qui me critiquaient le faire 5-6 ans après, quoi. Est-ce que c'est pas le cas de tous les précurseurs, quel que soit le domaine, que ce soit sportif, culturel, artistique, etc., que toutes les personnes qui sont en avance sur leur temps, qui sont précurseurs dans leur domaine, sont toujours considérées comme des originaux? Exactement, mais ça me gêne pas du tout, hein. Mon père était original et il était pas fou, il était très intelligent, c'était quelqu'un de très bien, mais original, oui, et puis en dehors des clous, quoi, en dehors de ce qu'on voudrait. J'ai jamais voulu. J'étais un peu indiscipliné un peu toute ma vie, quoi. Je veux dire, parce que j'aime pas les codes tout faits, etc. J'aime pas ça. J'aime bien aller voir ailleurs, sortir un peu de la route, ou enfin voilà, ligne blanche, les feux rouges. Bon, les feux rouges, je les respecte parce qu'on est vraiment obligé, mais c'est à peu près la seule chose que. Le reste, je fais mes expériences moi-même, quoi. Voilà. En 2013, on était toutes les deux dans les tribunes avec Italian et on t'a vu faire ton adieu à la piste. Oui. Et puis, puisqu'on est dans la même région, on t'a aussi revu quelques mois ou quelques années plus tard revenir. Donc tu reconcours aujourd'hui maintenant, hein, même dans les épreuves 3 étoiles, 4 étoiles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu si ça fait une différence pour toi de courir sur des épreuves de 3 étoiles ou 4 étoiles par rapport à l'époque où tu pouvais faire les top compétitions 5 étoiles, et si tu as une pratique de la compétition différente, s'il y a une prise de recul, s'il y a une considération différente pour les compétitions que tu peux faire encore aujourd'hui? Oui, la décision d'arrêter au haut niveau, c'est ce que j'avais dit, et donc j'ai respecté, bon, un peu. Mais c'est vrai que ce jour-là, ça a été un moment difficile pour moi, mais vraiment avec, je me souviens, tout le public, enfin tous les cavaliers, etc. Donc c'était un grand moment de cette cérémonie, j'allais dire. Et puis après, je suis resté un peu tranquille, et de repartir en compétition d'un niveau un peu inférieur, enfin oui, ça m'a... De prendre un peu de recul par rapport à ça m'a fait beaucoup de bien. Et de repartir en compétition sur un niveau oui, un peu moins fort, donc en 2 étoiles, 3 étoiles, et puis maintenant un peu plus 4 étoiles, mais
J'ai vu ça différemment. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à remonter, à repartir, parce que j'avais pris la décision d'arrêter, et puis j'avais rangé les affaires, la veste, etc. Et de remettre la veste et la culotte blanche et aller en concours, il a fallu que j'allais voir presque un préparateur mental pour pouvoir remettre ça, quoi. Parce que ça a été assez difficile pour moi. Puis après, je suis rentré sur la piste et ça a été très bien, mais j'ai eu un moment donné où j'ai fait un blocage, puisque j'étais programmé pour arrêter. Et c'est ma femme qui m'a dit, mais tu prépares des chevaux, mais c'est pour qui? Et tu ferais mieux de les monter. Donc, je les ai montés, voilà. Tu as traversé un certain nombre d'époques des sports équestres. Quelles sont les choses que aujourd'hui tu aimerais changer, ou au contraire, quelles sont les choses positives du système actuel des sports équestres d'après toi? Non, il y a plein de choses positives, plein de choses positives. D'abord parce que je suis très positif et optimiste dans ma manière de voir les choses la plupart du temps. Déjà pour les chevaux, puisque moi je me préoccupe d'abord des chevaux et ensuite des humains. Pour les chevaux, on a fait des gros progrès dans les sols, dans les fiches de sécurité en concours, beaucoup dans les box, les installations, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont améliorées, bien sûr. Dans les dernières années, il n'y a pas eu énormément d'évolution. L'évolution, on l'a vu peut-être un peu avant, parce on courait sur des terrains vraiment épouvantables à l'époque. Les cavaliers s'en moquaient. Moi, ça me faisait mal au cœur pour les chevaux, mais la plupart des cavaliers s'en moquaient, ne respectaient pas du tout, pas assez les chevaux à cette époque-là. Et c'était assez difficile. Et aujourd'hui, je suis très content de voir, même si on parle du concours complet aussi, moi j'ai sauté sur de la caillasse sur des terrains épouvantables. Et aujourd'hui, c'est du gazon. Ils ont des allées en sable avec des obstacles qui tombent un peu. Enfin, il y a beaucoup plus de sécurité en cross et en saut d'obstacles. Donc la question, c'est quoi en fait? C'est de dire qu'est-ce qui reste à changer? Oui, voilà. Qu'est-ce qui reste à changer? Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout de la connerie, c'est-à-dire qu'avec les 5 étoiles, les Global Tour et compagnie, on arrive au bout du capitalisme, de l'argent et du non-respect du cheval parfois, puisque d'emmener des chevaux en avion de Hong Kong à Mexico et retourner à Shanghai, etc. Moi, j'ai fait des concours aux États-Unis. À l'époque, on faisait la tournée américaine il y a très longtemps, et qui était de Washington, New York et Toronto. Mais on y allait pour 3 concours à la suite, et on prenait notre temps, on restait un mois. Les chevaux voyageaient là-bas en camion entre les deux. Donc, c'était déjà du show business, etc., puisqu'on était au Madison Square Garden, etc., à New York, à faire des puissances, etc. C'était déjà du show, bien sûr, et ça, il y a quelques années avant. Mais là, aujourd'hui, on atteint un moment même. Déjà, pour les chevaux, c'est dur. C'est vrai que je défends les chevaux, c'est dur. Une carrière de cheval à haut niveau, en moyenne, on parle de à peu près 18 mois. C'est-à-dire qu'un cheval qui rentre dans le haut niveau, 18 mois après, en moyenne, il est rôti, quoi, fini. Donc ça, c'est impossible. Un cheval, il doit avoir une carrière entre 10 ans, 15, 16 ans, et au moins 5-6 ans de carrière à haut niveau, quoi. C'est ce que j'ai fait avec mes chevaux. En ce qui concerne les cavaliers, c'est aussi dramatique, parce que quand on voit la tête des cavaliers, moi je les connais tous, et quand je vois la tête des cavaliers dans les concours comme Lyon, Genève ou Paris, etc., ils prennent pas du tout de plaisir. Ils sont là avec une tête, bien sûr qu'ils sont concentrés sur leurs problèmes, mais la joie et le plaisir, il y en a plus, quoi. Ni pour les chevaux, ni pour rien. Donc, je dis pas que c'était mieux avant, hein. J'ai horreur des gens qui disent de mon temps. Ça, je déteste. Mais aujourd'hui, on est arrivé au bout de la connerie, oui, ça c'est sûr. Et donc, il y a des très beaux concours, comme la Baule, comme Dinard, comme Dublin, comme Vakenswaard aussi, sur terrain en herbe, maintenant avec des box fixes, des Aix-la-Chapelle, Calgary, enfin, des X-TED, des concours comme ça qui sont sur l'herbe, bien sûr, et qui sont des grands terrains où il y a c'est un show extraordinaire. C'est à faire, à monter. Pour nous, c'est fantastique. Aller faire les Grands Prix de Calgary ou des choses comme ça, c'est du grand sport. Mais les bacs à sable, on voit pas bien où ça peut aller, quoi. Moi, c'est mon avis, hein. Vous me le demandez, je vous le donne.
C'est bien, c'est exactement ce qu'on veut. J'imagine, je voulais quand même rebondir un peu sur ce qui se passe actuellement, même si ce podcast sera peut-être écouté encore dans quelques mois, j'espère. J'imagine que c'est la première fois que tu vis une situation comme celle-ci, avec la crise sanitaire qu'on traverse en ce moment. Est-ce que tu penses que ça aura une répercussion sur ces concours-là, sur les globales, sur les sponsors, etc. Est-ce que tu penses que les choses vont être amenées à évoluer à cause de ce qui se passe en ce moment? Oui, forcément. Déjà, les mentalités, la conscience humaine a déjà évolué énormément. C'est-à-dire qu'on a une conscience, alors on va aller un peu plus loin dans le débat, quoi. Mais il y a une conscience universelle, j'allais dire, de tout le monde, des réflexions, des jeunes, de tous ces gens qui ont été enfermés et qui sont retrouvés chez eux. Avoir quelques distractions avec la télévision ou quelques distractions qu'ils peuvent avoir chez eux, mais malgré tout, ils ont quand même été obligés de réfléchir, qui que ce soit, je veux dire, tout le monde a réfléchi beaucoup et tout le monde a pensé. Donc cette conscience humaine va évoluer. Bien sûr qu'on va retomber dans les mêmes défauts, dans les mêmes problèmes, certainement. Mais il y aura eu un changement quand même important, je pense. Alors ça va pas tout changer, on va pas, moi je vais aux écuries en bicyclette, tout le monde ne va pas aller à son travail en bicyclette, pas encore, mais je veux dire qu'il y a plein de choses qui vont changer, et surtout c'est d'arriver à comprendre que la vie c'est pas que l'argent, ou sans arrêt être débordé partout, quoi, par toutes ces choses-là. Retrouver des bonnes valeurs, et je crois que les jeunes maintenant sont beaucoup plus près des vraies valeurs, quoi. Et on est en train de tourner une page de notre société, je veux dire. J'espère qu'on va réussir à incarner justement cette génération-là. En préparant cet enregistrement, alors j'ai lu beaucoup d'interviews que vous avez faites, et il y a quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez dit, quand vous remportiez tout juste la finale du Top 10 à Bruxelles, donc c'était en 2008, vous aviez dit, la victoire, tout le monde s'en foutait, c'était la manière qui comptait. Est-ce que pour vous c'est toujours vrai? Est-ce que c'est toujours la manière qui prime sur la victoire? Oui, ça c'est... Moi j'aime mieux voir un beau parcours d'un cavalier qui est 4e ou 5e, qui a fait un magnifique parcours, que le gars qui a gagné. Bien sûr, je vais aller féliciter la personne qui a gagné, mais ce que je retiendrai, c'est la beauté du sport, la beauté de l'art équestre. Donc, avec une simplicité, vraiment c'est ce qui est joli, c'est ce qui est beau. C'est des cavaliers, les chevaux, c'est des artistes, c'est magnifique. Un beau parcours, c'est émouvant, je veux dire. Et bon, la victoire, qu'est-ce que c'est? C'est financier, c'est écrire son nom, oui, d'accord, mais moi j'en ai gagné quand même pas mal, mais le soir, bon, qu'est-ce qu'on a de plus? On est content de pas rentrer à vide, quoi, mais voilà, c'est tout. Mais quand on a fait ça d'une manière où on en a des parcours, enfin, moi j'en parle avec d'autres cavaliers, bien sûr, mais il y a des parcours où c'est le rêve, quoi, où on fait un parcours magnifique, c'est très beau, ça se passe bien, le cheval est content, et en plus, dans la plupart du temps, on est sans faute, mais même si on ne gagne pas, ça, c'est un plaisir fou, quoi. C'est un plaisir fou. Le plaisir de gagner, bien sûr, c'est un plaisir, mais voilà, je pense que la manière, oui. On avait eu la discussion avec Benjamin Ayot, qui est un meneur d'attelage. Oui, je connais très bien. Oui. Voilà, Benjamin. Et Benjamin nous disait la problématique qui se pose dans la compétition, c'est qu'on est là pour se confronter aux autres, donc pour être meilleur que les autres, alors qu'en fait, on devrait juste être en compétition pour se fixer nos propres challenges et pour se confronter finalement à nous-mêmes. Oui, chacun a sa manière de se motiver, chacun a son... C'est ce que je dis à mes élèves souvent. Je leur dis, parfois, on ne va pas se comparer, on va faire du concours, on va plutôt comparer à la manière de vous montiez il y a 2 mois, 3 mois, et on va voir le parcours que tu vas faire aujourd'hui, et on va se rendre compte que tu as fait des progrès. Et alors, la compétition, moi j'en fais encore, j'adore ça. Attention, je critique pas la compétition, mais elle est d'abord pour soi-même, quoi. Je veux dire, pour dire, écoute, la dernière fois j'ai fait ça, il faut que je corrige ça, etc., etc. Et à partir du moment où on est très sur soi-même, concentré sur soi-même, et vraiment sans s'occuper tellement de ce qui s'est passé, bien sûr que ça peut nous motiver un peu, mais je crois que si on veut être vraiment bon, il faut être concentré sur soi-même et sur ce qu'on a à faire, et non pas sur le parcours de l'autre, quoi. Parce que là, on s'extériorise, et à ce moment-là, on est moins bon. Ça peut être une partie de la motivation de
Mais malgré tout, sur un plan général, je pense que si je vais en compétition, c'est vraiment pour voir où j'en suis par rapport aux autres, quoi. Je sais qu'aujourd'hui, l'année dernière ou cette année, donc de voir que je suis toujours aussi rapide au chronomètre, etc., même plus vite que les autres, voilà, ça me rassure. Et puis je dis, bon, continue comme ça, tu es sur la bonne voie, quoi. C'est pas de battre les autres, non, c'est avec moi ou contre moi-même ou pour aller plus loin dans moi-même, quoi. Pour continuer un peu sur votre carrière sportive, et quand on regarde votre palmarès qu'on a donc évité de citer au début, on se rend compte que vous avez été toute votre vie au meilleur niveau, vous avez toujours été médaillé, etc. Et vous avez été médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Séoul, mais vous n'avez jamais été champion olympique. Est-ce que c'est un regret? Est-ce que c'est un titre qui vous manque? Ou alors est-ce que vous pouvez expliquer ça par le fait que c'est un peu la difficulté de notre sport d'être bon, d'être prêt tous les 4 ans, pendant quelques minutes, à un moment donné? Est-ce que c'est ça le plus difficile finalement dans notre sport? Oui, j'ai participé 2 fois en saut d'obstacle aux Jeux Olympiques et les 2 fois j'ai ramené une médaille, donc à Barcelone aussi, une médaille de bronze. Donc ça, c'est très agréable. Déjà de ramener une médaille quand on va aux Jeux Olympiques, parce que quand on prend des casquettes, ça fait mal aux Jeux Olympiques. Donc déjà, pas de prendre de casquettes ou de claques dans la gueule aux Jeux Olympiques, c'est déjà agréable. Ensuite, les Jeux Olympiques, médailles individuelles, bon, peut-être que je le ferai un de ces jours, mais c'était pas une de mes priorités. C'est vrai que j'ai déjà dit que j'ai côtoyé Pierre Durand avec Japlou. Lui, c'était son objectif d'être médaillé. Il y est arrivé, chapeau, bravo. Et là, c'est vraiment un exemple de motivation et de préparation mentale, etc., qu'il nous a donné à tous. Mais c'est pas mon objectif particulier. Je veux dire que non. Je pense que j'aime mieux avoir fait la carrière et de continuer comme ça. Enfin, c'est ma vie. Ma vie est différente de ça, quoi. Bien sûr que si sur la route, j'avais eu une médaille Mais ce que je me disais tout à l'heure, j'y repensais un peu à ça. Je dis, mais les champions olympiques, si on vous demandait de les citer, les derniers champions olympiques des 12 dernières années, par exemple, il y aurait bien des points d'interrogation sur certains noms qu'on a oubliés. Je veux dire, il y a des champions olympiques qui ont complètement disparu 2 ans après, 3 ans après. Donc, c'est pas ça. Mais par contre, j'ai toujours pensé, pour moi, en tant que cavalier, le championnat du monde, et bon, c'est pas parce que j'ai été 2 fois à la finale du championnat du monde dans la tournante des 4 cavaliers sélectionnés pour la finale. Donc ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. Parce qu'il faut tenir tous les jours. On n'a pas le droit à une erreur aucune journée. Les Jeux Olympiques, c'est le dimanche. Vous rentrez, tout le monde, tous ceux qui rentrent sur la piste peuvent être médailles d'or. Championnat du monde, vous avez 4 jours de compétition, plus la finale tournante avec les chevaux. Donc et tous les parcours comptent. Il faut pour être dans les 4 meilleurs, et tous les parcours comptent. Donc on n'a pas le droit de louper un parcours. Et c'est complètement différent. Et la pression, les heures sont longues avant de rentrer en piste, après, etc. C'est des journées qui sont très 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 longues et très intéressantes. Et c'est la différence qu'il y a entre les championnats du monde et les Jeux Olympiques. C'est vrai ce que tu dis par rapport aux finales tournantes. Pour en avoir regardé quand même beaucoup, c'était une épreuve assez incroyable qu'on ne connaîtra plus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est vrai que c'est vraiment un exercice où là on pouvait se dire ce mec-là il est capable de monter c'est exactement la question que j'allais poser. Tous les chevaux possibles, quoi. Exactement. J'allais parler, et c'est exactement la question que j'allais poser. Et du coup, je voulais juste rajouter pour finir la question, c'est que j'ai souvenir d'avoir regardé donc les JEM là à Caen, et de me dire qu'il y avait des chevaux qui sautaient mieux avec Iron et avec Patrice qu'avec leur cavalier original. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de cette finale, parce que pour moi, c'était l'épreuve par excellence. Ouais. Oui, c'est une très belle épreuve. Et en plus, pour revenir sur le règlement, vite fait, ils auraient supprimé une épreuve du championnat du monde, enfin des Jeux équestres mondiaux, une qualificative. Ça faisait tourner pas plus les chevaux et ça aurait été très bien. Là, à mon avis, ils se sont plantés assez fort.
Mais la finale tournante, oui, s'il faut être bon cavalier, il n'y a rien à faire. Pour être, moi, j'étais une fois deuxième et une fois troisième. La place du con, c'est la quatrième, bien sûr, parce qu'il n'a pas de médaille, le pauvre gars. On est 4 à partir, il n'y a que 3 médailles. Ils ont double dame, et lui a fait une démonstration ce jour-là. C'est extraordinaire parce que les chevaux sautaient très bien. Il était sur son petit nuage tranquillement et on voyait pas, il pouvait rien lui arriver, quoi. Moi je faisais des commentaires sur Equidia à l'époque et c'était très très sympa. Et on a vu les chevaux sauter bien avec lui, exactement, oui. Et c'est toujours très intéressant. Et ça, c'est de la belle équitation. Je veux dire, c'est pas, il a pas volé sa médaille. Vraiment, il faut aller les chercher. Ces médailles individuelles, c'est vraiment aller les chercher au championnat du monde. Alors, on va basculer dans le nouveau thème, qui est le thème de ton hygiène de vie. Parce qu'alors là, on peut pas y échapper. Tu es connu pour pratiquer le yoga, la préparation mentale, la sophro, l'alimentation. Tu t'es entouré d'un éthiopathe. Alors, j'ai lu ça en préparant l'interview. Je ne connaissais pas pour tout dire. Et en tant que cavalier healthy, bien-être, tu fais très attention à ton corps. Tu as été très en avance sur le sujet, d'ailleurs, par rapport aux générations passées. Et c'est ce que disait Kamel Boudra dans l'épisode qu'on a fait avec lui. Il disait à l'époque, c'était même presque une honte de dire qu'on faisait de la préparation mentale, ou du yoga encore moins, j'imagine. Aujourd'hui, tu es très légitime de toute façon pour en parler. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une vraie évolution par rapport à la préparation mentale, à la préparation physique pour les nouvelles générations? Est-ce que tu penses que c'est en cours, que c'est achevé, que c'est suffisant? Qu'est-ce que tu en penses de ça, en fait? Je vais commencer par moi. En fait, aujourd'hui, les personnes, en général les cavaliers, même tout le monde se pose la question. Aujourd'hui, on est vraiment dans un changement de société, je disais tout à l'heure. Donc, il va falloir faire attention à ce qu'on mange, à ce que l'on fait, ce qu'on boit, etc. Et vraiment faire très attention. Donc, moi, le principe de base, c'est de me soigner avant d'être malade. C'est-à-dire que d'anticiper, de prévoir et de dire, bon, ok, j'ai un certain âge, je veux rester en forme, qu'est-ce que je dois faire, quoi, je veux dire. Donc ça a été depuis très longtemps ma recherche. J'ai eu, bon, je ne vais pas revenir sur mes mal de dos, etc., et la carrière, enfin, les ennuis que j'ai eu tout le monde, les accidents, etc., les côtes cassées, les machins, les clavicules. Non, tout ça, je l'ai supporté, c'est passé. Je pense que c'était toujours dans un objectif de maintenant, depuis de nombreuses années, hein, cette progression et de me dire, ok, alors faire du yoga, oui, pour moi c'est indispensable. C'est-à-dire que je commence tous les matins, je fais 20 minutes de mouvements, j'ai ma série de mouvements, je fais les 5 tibétains pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas, ils vont apprendre à le faire sur YouTube ou je sais pas où. Ça s'appelle les 5 tibétains, plus ma série de mouvements que j'ai rajouté parce que complémentaire, parce que je me sens bien quand je fais ça. Et c'est indispensable, hein. Je le fais tous les jours. Donc, ce qui me permet de m'assouplir. Donc, ce qu'il faut, je le répète souvent, mais je vais le redire encore une fois. J'ai plus de 70 ans. Les 5 dernières années, je me suis assoupli. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de médecins qui vont vous le dire. Et je monte mieux à cheval pour moi qu'il y a 10 ans en arrière, ou même il y a 5 ans en arrière. Donc ça fait tout un processus qu'il faut d'abord y croire. Et avoir le courage de le faire, parce que ça demande du courage aussi. Ça demande du courage d'arrêter de prendre des drogues, de prendre de l'alcool, d'arrêter de fumer. Ça demande beaucoup de courage, de changer ses habitudes. Changer ses habitudes, c'est une chose qui demande du courage. Donc, bon, je le fais. Il y a encore des choses à améliorer, bien sûr. Mais je mange plus de viande, bien sûr. Je dis souvent parce que les chevaux, ils sentent que ceux qui mangent de la viande, ils pensent qu'ils vont être bouffés par ces personnes-là. Donc, je vois pas l'intérêt de manger des animaux, ni du poisson. Donc, voilà, ça, c'est Et je m'en porte bien mieux. Je m'aperçois qu'autour de moi, finalement, ça déteint un peu. Et puis, les gens disent, j'ai plus mal à tel endroit depuis que j'ai arrêté de manger de la viande. Ou j'ai plus puis voilà. Donc, l'hygiène de vie, c'est pas... D'abord, c'est bien pour notre planète d'arrêter. Si tout le monde arrêtait de manger de la viande, je pense que la planète irait beaucoup mieux. Bon, ça, c'est un autre sujet. Après, c'est une question de mental. La question fondamentale,
c'est qu'on a été mal éduqué et on pense qu'à partir de 35 ans, on est foutu ou on vieillit, quoi. Ça, c'est faux, complètement faux. La vie, elle est de plus en plus belle. Elle se fait comme on a envie de la faire. Et si on nous dit qu'on vieillit, ou qu'à tel âge, on est vieux, etc., ou que certains ont une certaine maladie et que c'est foutu, ou qu'il faut prendre des médicaments, etc. Moi, je suis assez contre toutes les médecines, toute la chimie qu'on peut avaler. Alors bien sûr que c'est utile, les laboratoires, les hôpitaux, bien sûr que c'est utile. Mais il y a un excès terrible à ce niveau-là. Et bon, je ne veux pas développer le sujet là-dessus, je crois pas, mais c'est vrai que toute la santé des humains est vraiment importante, et de prendre sa santé en main et sa santé mentale aussi, parce qu'il n'y a pas que le corps, il y a le mental qui est vraiment important. Et sur le mental, je crois que j'ai beaucoup à dire, beaucoup à écrire aussi. Nous sommes déjà à mi-épisode et depuis 30 minutes, vous êtes plongés dans les mots et les paroles de Michel Robert. On espère que cet épisode vous plaît, on espère que ces mots font écho et que vous vous retrouvez dans les idées et dans les idéaux de Michel Robert. On profite de cette pause pour remercier une nouvelle fois la sellerie Equines. Equines, ce sont eux qui nous fournissent et brodent les tapis aux couleurs de Hayam Nekessuyan. C'est une sellerie locale à taille humaine. Alors, si vous avez besoin, n'oubliez pas qu'actuellement, ils se déplacent dans les écuries en région Rhône-Alpes et en région Bourgogne-Franche-Comté pour vous fournir tous les produits dont vous avez besoin pour vous, pour votre cheval ou pour votre écurie. Comme toujours, vous savez que nous aimons beaucoup lire vos commentaires et savoir ce que vous avez pensé de nos épisodes. Alors n'hésitez pas, à la fin de cet épisode, à nous envoyer un message privé sur Instagram ou sur Facebook pour nous faire part de votre ressenti face aux propos de Michel Robert. Allez, place à la deuxième partie de cet épisode. Bonne écoute! Alors, je vais vous relancer un peu sur le sujet parce que moi, je suis venue une fois chez chez toi, aux écuries, il y a très longtemps. J'avais travaillé une fois avec David Corona, qui est un préparateur mental. Oui. Et du coup, ça m'a un peu lancée dans cette pratique-là. Depuis, j'ai travaillé plusieurs années avec une préparatrice mentale, ensuite avec Jean-Pierre Tiffon, qu'on a aussi interviewé dans le podcast. Aujourd'hui, ça rentre quand même dans les mœurs. À la fédération, les jeunes sont plus sensibilisés à la préparation mentale. De plus en plus de cavaliers la pratiquent. Toi, tu t'y es mis il y a très longtemps. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est l'avenir de toute façon pour les cavaliers ? Alors, c'est indispensable. Je pense qu'on doit être le seul sport à haut niveau qui n'a pas... J'étais l'autre jour dans le TGV il y a quelques mois avec Perrine Lafont, qui est médaille d'or en ski acrobatique et aux Jeux Olympiques. Et elle me disait, on parlait comme ça, elle me disait que sa médaille, elle la tient qu'à sa préparation mentale. Elle dit, c'est pas possible, on a 20 secondes tous les 4 ans. Donc, quand on parlait des Jeux Olympiques, il faut pas se louper, quoi. Et là, s'il n'y a pas de préparation mentale, c'est impossible. Et dans le cheval, aujourd'hui, je fais travailler plein de cavaliers, beaucoup de cavaliers de haut niveau. C'est je les fais travailler que sur leur mental, que sur le mental, que sur la façon de se préparer, d'imaginer, etc. On rentre dans une période, enfin moi je le suis depuis longtemps là-dedans, mais c'est indispensable. Alors après, on peut tomber sur des gens un peu qui sont des préparateurs mentaux, qui sont bidons, quoi, nuls, qui sont mauvais ou qui ça correspond pas à soi. Je veux dire, mais bon, si on cherche, il y a des bouquins, il y a des tas de choses. Ça, c'est indispensable. Moi, je vois aujourd'hui dans l'état où les gens se mettent quand ils sont à cheval, puisqu'on parle de cavaliers là maintenant, à pied, ça va encore, mais dès qu'on les met sur un cheval, la tête, elle part dans tous les sens. Et quand on les amène en concours, c'est encore pire. Et alors, quand il faut arriver sur le dernier obstacle quand on est sans faute, si on avait un test pour calculer le stress, etc. Non, ça, aujourd'hui, on travaille là-dessus. Et c'est là-dessus. C'est simplement sur les pensées, la gestion des pensées. Qu'est-ce que je fais avec mes pensées et à quoi elles me servent, quoi. Et oui. Au-delà de la partie équitation du cavalier, c'est-à-dire de mieux monter, de ne pas paniquer, se raidir, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie corrélation entre le niveau de stress du cheval et le niveau de stress du cavalier ? Complètement. Alors là, c'est complètement il n'y a pas besoin de testeur ni de capteur, là. C'est évident.
me souviens toujours d'une dame qui est en stage qui m'avait dit Michel, je comprends pas, je sais pas ce qu'il y a, mon cheval il est toujours énervé. Mon cheval il arrête pas de bouger, il gigote dans tous les sens. Je lui dis bon, ok, ça va quoi. Il faut se mettre à la place. Mais les chevaux, pour ça, c'est des capteurs terribles, quoi, je veux dire. Alors, à part le cheval qui est vraiment insensibilisé partout, qui en a rien à faire, etc. Mais bon, on en a de moins en moins de chevaux comme ça. Mais les chevaux, ils sont un reflet. Le moindre geste aujourd'hui, moi, je travaille tous mes élèves, enfin les chevaux, et tous les jours, sur qu'est-ce que le cheval fait, pourquoi il a bougé l'oreille, pourquoi il a fait ci, et qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il fasse ça. Donc, sans arrêt sur l'observation de mon propre mental, de l'observation sur mon propre corps, donc le yoga, pratiquement, et ensuite l'observation sur le cheval. Et là, on a mille informations qui sont à traduire très rapidement, et avec les choses à éliminer, quoi. Nettoyer les actions qui sont nulles, les actions où le cheval qui a donné un signal, l'analyser vite fait pour le compenser. Donc ça, c'est ce qui me passionne le plus. Et puis alors là, je pense très très fort. Alors là, j'ai perdu la source, je suis désolée, mais tu disais aussi dans une autre interview, tu as dit « Je suis sur Terre pour eux et je me considère leur ouvrier. C'est d'abord les chevaux que j'ai aimés, après peut-être moi-même et ensuite les humains, grâce à eux. » Oui, alors ça, c'est... Oui, Est-ce ça, que tu as c'est sûr. utilisé ta compréhension du cheval et des mécanismes peut-être comportementaux, etc., sociaux qu'ils peuvent avoir entre eux pour apprendre aussi à gérer les relations humaines? Oh, ça va plus loin que ça encore. Hein. Ça va encore plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on est tous reliés les uns les autres. Les chevaux encore plus avec nous parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas eu de... Ils sont restés nature, quoi. Je veux dire, comme des peuples sauvages dans l'Amazonie ou je sais pas où, qui sont en communication avec les arbres, avec la nature. Donc les chevaux, ils sont toujours restés assez nature. Et donc ces ondes qu'on essaye, ou enfin ce contact humain, cette chose qui se passe entre les chevaux et nous, c'est directement relié. J'aurais oublié la question du coup. Savoir si le contact avec les humains est plus facile parce qu'on est au contact des chevaux et qu'on apprend par eux, sans masque social en fait, à se comporter avec eux. Oui, bien sûr. C'est évident que, en tout cas, ce qui me concerne et pour tout le monde, c'est qu'on se met des difficultés, des obstacles. Le cheval, c'est presque une difficulté, c'est un obstacle. À partir du moment où on monte dessus, ça devient un peu une difficulté. Donc, on se met ça pour essayer de voir qu'est-ce que je suis capable de faire et quelle va être ma réaction par rapport à ça. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'équitation. C'est infini. Donc, entre sa propre réaction mentale, physique ensuite, et la propre réaction du cheval par rapport à ce qui se passe maintenant. Donc, ça m'oblige à réfléchir et à contrôler mes pensées, à contrôler mon mental. Et voilà, donc c'est ça qui est passionnant aujourd'hui. C'est plus passionnant que la compétition encore. Tu disais juste avant que tu observais beaucoup les chevaux et on t'a souvent vu quand même performer avec des chevaux qui pouvaient être un peu des outsiders, des petits chevaux, des petites juments qui avec un bon cavalier auraient fait 1m45, sauté 1m45, avec toi qui ont sauté beaucoup plus gros encore. Alors la question que je me pose c'est quelle est la première chose que tu regardes chez un cheval quand il arrive? Qu'est-ce qui est important pour toi et comment tu arrives à évaluer son potentiel? Alors, il y a deux volets là-dessus, deux possibilités. C'est d'abord le cheval, on le voit arriver, donc soit on le met un peu du côté technique, on regarde le modèle en disant il a une bonne tête, il a une bonne sortie d'encolure, un bon dos, les jarrets sont en place, il a une belle épaule, il est carré, il a les aplombs, etc. Donc ça, on peut le faire quand on le connaît. Mais il y a le deuxième côté, le deuxième volet, de dire quel est son mental, justement. Est-ce qu'il a une bonne tête, un bon caractère? Est-ce qu'il a envie de bien faire? Est-ce qu'il est courageux? Est-ce qu'il est respectueux de l'homme? Est-ce qu'il est... Encore là, tout à l'heure, on a vu une jeune jument de 5 ans. Elle a envie de faire du concours, quoi. Je veux dire, les oreilles en avant quand elle voit un obstacle, elle se prépare, etc. Elle veut s'appliquer, il n'y a pas un saut qui est loupé. Donc, c'est des chevaux qui ont envie de le faire. Je pense que c'est
C'est cette envie de bien faire. Alors, quand on est sur des jeunes chevaux, c'est beaucoup plus beau, je vais dire. Après, quand on tombe sur des chevaux qui ont déjà eu des mauvaises expériences, ils ont déjà fermé les rideaux beaucoup, enfin, d'endroits, et où ça recommence, où je vais encore prendre, où je vais me faire mal, où ils vont me faire mal, etc. Donc là, il faut analyser différemment et dire, oui, effectivement, il a une douleur, par exemple, dans le dos, et je pense qu'avec mon travail, le cheval, ça va s'arranger, et qu'il va retrouver du bonheur et de la joie dans son travail. Mais c'est le même comportement que les humains. Quand les humains arrivent à la maison, ou un cavalier arrive à la maison, s'il fait la tronche, ou ça va pas, ou il est inquiet, comme toutes mes séances se terminent avec le sourire et avec du plaisir, donc on va que sur le bonheur, quoi. Est-ce que tu es autodidacte dans la lecture des chevaux ou est-ce que tu as travaillé avec des éthologues? J'ai regardé beaucoup de choses, je regarde beaucoup, j'ai appris beaucoup, déjà de mon père, bien sûr, qui connaissait un peu les chevaux, mais j'ai pas forcément, non, j'ai pris à droite à gauche plein d'expériences, beaucoup d'expériences. J'analyse beaucoup, je regarde beaucoup, je questionne pas beaucoup les gens, non, les personnes, mais j'analyse beaucoup toutes les situations en concours et des chevaux, des parcours, j'en ai vu et des milliers, des millions, enfin je sais pas, et les réactions du cheval, comment fait le cheval, etc. Donc ça me passionne beaucoup. Mais oui, je crois que je suis un peu original, un peu en dehors des clous, ouais, quand même. Parce que j'avais lu que tu avais travaillé un petit peu, ou en tout cas évolué aux côtés de Andy Booth. Alors dans toutes les personnes, dès que j'ai la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vienne du cirque, du spectacle équestre, du dressage, de trotteur des courses, etc., enfin de toute l'équitation en général, j'essaye de trouver. J'ai des filles aussi qui font de la communication intuitive avec les chevaux aussi, beaucoup, j'en ai rencontré beaucoup. Andy Booth fait partie un peu de cette ouverture des gens qui, en me disant, tiens, peut-être ça intéresse Michel Robert, je vais aller le voir, etc. Et moi, la porte est toujours ouverte, je veux dire, toujours ouverte, parce que j'ai toujours quelque chose à apprendre. Ils m'apprennent toujours quelque chose. Je leur apporte quelque chose, bien sûr, mais ils m'apportent quelque chose. Donc c'est vrai qu'Andy Booth, il est venu plusieurs fois ici, il montait à cheval, on a travaillé les chevaux, catapultes entre autres, on travaillait ensemble, etc. Donc il fait partie des personnes qui ont fait bouger la France. En tout cas, lui, il a fait bouger beaucoup avec le haras de la Sens, et je leur remercie, et je pense que les chevaux le remercient aussi. Oui. Je vais pas trop suivre l'ordre des questions qu'on avait préparées, mais tu nous disais là juste avant que quand on sortait d'une séance avec toi, on avait le sourire. Alors, est-ce que tu pourrais définir un peu, parce que depuis de nombreuses années, tu t'es lancé un peu dans l'enseignement avec notamment la Horse Academy, est-ce que tu pourrais décrire un peu quel type de coach tu es? Parce que je sais que tu n'es pas très factuel, mais que tu emmènes vraiment les cavaliers vers des interrogations, pour qu'ils se posent des questions, pour qu'ils comprennent mieux, plus que mets ta jambe, voilà. Ça m'intéresse pas du tout, parce que je l'ai fait du tout. Je connais les techniques de dressage, je connais les techniques de Saumur. On m'a même nommé le premier écuyer civil de Saumur. Enfin bon, donc toute la technique de base de l'équitation classique, je la connais bien, très bien. Mais c'est vrai que j'essaye de simplifier beaucoup plus par rapport aux autres enseignants. C'est-à-dire que je simplifie beaucoup et je me donne des priorités. Chaque fois que je fais travailler quelqu'un, je donne une priorité, par exemple. Et directement, on voit qu'on va atteindre le mental assez rapidement, quoi. Et donc, c'est les personnes qui sont à l'écoute et qui sont prêtes et qui sont courageuses pour changer leurs habitudes, ça va très vite. Parce que justement, j'ai pas de rabâchage, chaque jour on travaille, ou chaque séance on travaille sur un point particulier. Mais celui-là, à la fin de la séance, je vais avoir 19 sur 20, quoi. Donc je vais pas les noyer dans le commercial en disant ouais, fais ci, fais ça. Pas du tout. Je regarde le cheval bouger. Et je me dis, le cheval, il me dit, Michel, est-ce que tu peux pas lui dire qu'il fasse ça, parce que là, je commence à en avoir assez, quoi. Donc, directement, on libère un truc, et une fois qu'on a libéré
parfois c'est un mollet qui est coincé dans le cavalier qui a eu un accident, ou le cavalier qui se raccroche avec une jambe, ou qui a une main beaucoup trop forte d'un côté et que le cheval n'arrive pas à se mettre. Enfin, des choses très 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 simples, très simples. Mais quelques mots, une petite phrase pour débloquer une situation. Et moi là-dessus, je suis vraiment, j'arrive à savoir même ce que pensent les cavaliers. Souvent, je dis bon, arrête-toi là. Qu'est-ce que tu as pensé entre le tournant et l'obstacle? Oui, d'accord. Écoute, ça te sert à rien. C'est une pensée qu'il faut éliminer parce que ton cheval, voilà. Donc on en est là dans le travail. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai certainement beaucoup d'avance et je suis passionné par ça, passionné. Aujourd'hui, on te voit beaucoup en concours accompagner Pénélope, le prévôt. Et on voulait discuter un petit peu avec toi, revenir sur la relation privilégiée que vous entretenez depuis longtemps maintenant. Je crois qu'en plus de la coacher, tu suis aussi beaucoup l'évolution de ses chevaux et de son parcours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, je peux en parler longtemps de Pénélope. Pénélope, c'est une belle rencontre déjà. C'est ce que je dis. C'est une cavalière exceptionnelle. Pour moi, j'ai eu la chance de la rencontrer. Et j'ai la chance c'est pas une chance. Il n'y a pas de hasard, mais que c'est quelqu'un de très complet en tant que cavalier, dans l'intelligence, dans la façon de monter, dans le rapport avec les chevaux. C'est une personne rare, quoi. Je veux dire, c'est très très rare de rencontrer quelqu'un comme ça, et on s'est très bien entendu dès le début. Ça fait beaucoup plus de 12 ans qu'on travaille ensemble, et la relation on travaille ensemble, c'est-à-dire je l'ai d'abord fait beaucoup travailler et changer un peu sa position, améliorer sa position, pas changer sa position, améliorer sa position, améliorer la compréhension qu'elle a avec les chevaux. Donc, c'est pas toujours facile avec elle parce qu'elle a un caractère très entier, très, très fort. Et elle est aussi très courageuse. Et là, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle a fait des choses exceptionnelles. D'abord, matériellement, en 10 ans de temps, elle a une écurie vraiment fantastique, très très belle, avec 40 chevaux, 3 camions, du personnel. Enfin, c'est une chef d'entreprise. Elle est capable de faire du commerce, elle vend des chevaux. Elle est capable de monter en concours, pas n'importe quel cheval, mais là, je vous assure moi j'ai monté ses chevaux, je suis le seul à pouvoir monter et sauter avec ses chevaux, mais elle n'a pas eu que des cracks. Elle les a rendus, elle a fait des cracks, quoi. Donc ça, pour moi, c'est aussi une de mes fiertés dans ma carrière, c'est de prendre des chevaux comme ça, tu en parlais tout à l'heure, de petit niveau, et d'arriver à les emmener à 120% de leurs possibilités. Donc c'est sa passion aussi à elle de prendre des chevaux un peu spéciaux, un peu des chevaux qui ont un peu de caractère, qui sont parfois difficiles. Elle met du temps, elle prend son temps. Elle met une bonne année avant d'avoir son cheval en main, et c'est ce qu'elle fait avec Vancouver. On travaille ensemble ses chevaux. Souvent, elle me dit j'arrive plus à faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dis écoute, laisse-moi, je vais monter dessus. C'est parce que tu fais ça qui fait ça. Donc ne le fais plus. Ou mets-toi comme ci, comme ça, un petit peu à gauche de lui, à la bord, et puis ça va le recadrer, ou etc. Enfin, des petits points de détail qui sont bien sûr passionnants pour moi, parce que d'abord, il ne faut pas lui raconter de conneries, parce que elle s'envoie balader vite fait. Et puis, je crois qu'elle est tellement pointilleuse et tellement précise dans sa façon de monter que ça se joue à peu de choses, à une petite pensée ou une petite action qui change tout d'un coup. Je me souviens des Grands Prix de Paris qu'elle avait gagné avec Milor. Et son cheval n'allait pas très bien, et je vais aller au paddock avant le Grand Prix, et je lui dis écoute, si tu fais ça, je crois que ça va améliorer beaucoup de choses. D'accord, je vais essayer. Puis alors elle, pour elle, ça, c'est fantastique, parce qu'il y a plein de cavaliers, je leur dis faire ça, il faut 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Parfois, il y en a qui n'y arrivent pas, mais elle, tu lui dis, fais ça, elle le fait directement, quoi. Donc,
Et ça joue directement, ça déclenche tout, quoi. Donc c'est exceptionnel la relation qu'on a ensemble parce que d'une phrase, d'un mot, d'un geste, même parfois un geste de loin, je dis non, ça, et paf, c'est assez exceptionnel de voir la transformation qui se passe. Donc, oui, ça c'est un grand bonheur. Tu dis que tu es l'un des seuls à pouvoir monter et sauter avec ses chevaux, et j'ai lu dans une interview aussi que tu disais qu'elle avait une grande force, c'est qu'elle était capable de demander de l'aide par rapport à d'autres cavaliers. Oui, c'est vrai que je le dis aussi, c'est qu'elle est assez humble pour dire oui. Et c'est vrai que j'ai fait travailler plein de cavaliers, Olivier Robert, Harold Boisset, enfin, etc., Olivier Perrault, etc. Il y en a plein de cavaliers que je fais travailler. Mais elle, ça fait quand même 12 ans que je la suis, quoi, bien sûr. Et elle a alors peut-être parce que elle a, j'allais dire qu'elle a l'intelligence, oui, de continuer à vouloir apprendre et d'aller chercher, etc. Donc elle est un peu dans le même registre que moi, quoi. Elle est au-delà des résultats en concours qui la font vivre, qui lui amènent des chevaux, qui l'amènent au bout de son truc, quoi, hein, dans la haute compétition. Mais au-delà de ça, elle a envie de comprendre, d'apprendre. Et elle est très proche des animaux en général, hein, puisqu'elle a à peu près 40 animaux différents dans des kangourous, des cochons, enfin bref, peu importe, on n'en est pas là, mais elle a une vie nature, quoi, très nature, et puis une personnalité incroyable. Et c'est vrai qu'elle a mais comme moi, c'est pareil. Moi, je travaille encore avec des personnes. J'ai une Julie Laverne qui me fait travailler, qui est une fille qui fait un peu de travail sur les chevaux, enfin qui fait beaucoup de travail de la méthode Pradier au départ, et avec ses extensions d'encolure, ce confort du cheval, avec un mélange de dressage un peu, mais de beaucoup de compréhension du cheval. Et ça nous passionne tous, ça, oui. Je me demandais si on pouvait... en fait, je vais revenir en arrière dans la conversation, mais c'est pas grave. On parlait tout à l'heure des relations avec les chevaux et du coup avec les humains. Je me demandais s'il y avait des analogies qu'on pouvait faire entre les chevaux et les humains. Une fois qu'on a compris les mécanismes comportementaux des uns, est-ce qu'on arrive à avoir une meilleure appréhension du comportement des chevaux ? Quand on a compris les humains, est-ce qu'on quand on a compris les chevaux, ou quand on a compris les chevaux, est-ce qu'on comprend mieux les humains ? Et inversement, quand on a compris les humains, vraiment, est-ce qu'on arrive à mieux comprendre les chevaux ? Égoïstement, encore une fois, je me fais le mot bien fort, il faut déjà s'occuper de soi, de s'occuper de soi, de comprendre comment on fonctionne. Et je crois que la réaction de l'autre, ou le comportement, pas réaction, le comportement de l'autre personne ou de l'autre cheval qui est en face va forcément dépendre de mon propre comportement. Ce que je veux dire, c'est que si j'arrive en colère et que je m'énerve, forcément, je vais déclencher de l'électricité dans l'air et que la pièce va se mettre en colère, etc. Je veux dire, si je suis calme, relâché, etc., donc ça fait partie du comportement, de la pensée, de savoir comment je suis moi, et forcément mon entourage va être bien plus tranquille. Je me suis aperçu dans ma vie, moi, qu'il y a quelques années, nombreuses années en arrière, j'avais du personnel qui était pénible, des propriétaires qui m'emmerdaient, des chevaux qui étaient un caractère, et que j'avais des ennuis avec le tracteur. Enfin voilà, quoi, je veux dire, bon, jusqu'au jour où je me suis aperçu que ça venait de moi, quoi. Donc là, aujourd'hui, j'ai des gens agréables, vous êtes là, vous êtes fantastiques, mes chevaux sont gentils comme tout, mon personnel est formidable. C'est pas que je me leurre, c'est que j'ai changé, c'est tout. Donc je crois que c'est ça qui fait comprendre. Et je pense que quand mon cheval est en colère, je vais vite voir dans quel état je suis, quoi. Et je pense que du comportement humain au comportement du cheval, c'est la même chose, c'est la même façon. Et je pense que si on veut vivre heureux, il faut enlever tout ce qui nous emmerde, nettoyer tout ce qui nous rend malheureux, toutes les choses. Voilà. C'est un peu ça le message.
C'est pas encore fini, mais on va arriver quand même un peu à la fin des questions. Est-ce que tu as conscience, Michel, d'être quand même une légende des sports équestres, Je vais pas dire que français parce que c'est pas le cas. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi? Oula, est-ce que j'ai l'impression d'avoir réussi? Je pense que mon père et ma mère seraient contents de ma vie, de ce que j'ai fait de ma vie. J'ai pas, voilà. D'être une légende, un mythe, comme disent les Italiens. Parce qu'en Italie, c'est quelque chose, Michel Robert. Donc, oui, je m'en aperçois. Ce qui me vient à l'idée, c'est que ce qui est incroyable, c'est que dans les concours, quand je me balade, c'est qu'il y a des gamins ou des gamines de 6-7 ans qui viennent voir Michel Robert, Michel Robert, Michel Robert. Alors voilà, c'est quand même des générations qui n'ont rien à voir avec moi. On était un peu comme ça, nous aussi. Hein. Et donc, mais ça, disons que c'est mon ego ça me fait, je m'en rends pas compte, je m'en rends pas tellement compte. Ça me fait plaisir d'arriver dans un endroit où les gens me font plutôt le sourire que la gueule, ou qu'ils ont envie de me voir plutôt que de me fuir. Mais c'est pas mon but. Et c'est même à une époque, je dois dire, il y a très longtemps, j'avais envie d'être un peu célèbre ou de machin, d'avoir mon nom, etc. Et puis à un moment donné, j'ai dit, je m'en fous après. À un moment donné où je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça basculait, j'ai dit, mène donc ta vie, occupe-toi de toi et on verra bien. Plutôt que de chercher, parce que je trouve que c'est rien de pire que de se mettre en avant de la scène, etc. Et de vouloir absolument chercher de la reconnaissance. Bien sûr que ça fait toujours plaisir, mais je suis conscient que c'est pas ce que je recherche, que je veux dire, de la reconnaissance ou d'être en haut de l'affiche. Je pourrais très bien vivre voilà, tout seul dans mon coin et être très heureux. J'ai pas besoin de ça. C'est pas ma nourriture, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est comme les coupes, les victoires, les médailles. Je vous les montrerai tout à l'heure. Elles sont derrière l'escalier, cachées. Je les ai pas vues depuis 6 mois au moins, quoi. Je veux dire, donc le passé pour moi c'est un peu la même chose. Je regarde le moment présent. Là, on est bien avec vous. Je suis très bien. En général, j'essaye d'être bien dans le moment présent. Et puis avec toujours un petit œil sur l'avenir en disant, bon, qu'est-ce que je vais faire après? Comment il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Mais sans me faire trop de soucis quand même. Alors j'ai lu, moi c'était il y a quelque temps déjà, l'année dernière, un livre de Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Et je me demandais si toi aussi tu considères que tes échecs ont été fertiles pour la suite de ta carrière, dans ta vie, et qu'elles ont eu des vertus plutôt bénéfiques pour l'avenir. Alors moi, contrairement à ton copain là qui a écrit le livre, moi j'ai jamais eu d'échec. J'ai jamais eu d'échecs. J'ai eu des expériences malheureuses. Non, mais des échecs, c'est non. Non, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure en début. J'ai eu la chance, peu importe, de revenir des Jeux Olympiques ou des championnats du monde, des championnats d'Europe, toujours avec des médailles ou toujours avec des très bons résultats. Donc, c'est des expériences qui permettent d'amener un peu d'eau au moulin et de continuer. Des expériences malheureuses, oui, j'ai pris des bonnes gamelles, mais j'ai vu des parcours où on finit par 4 points, ou etc. Des trucs, des parcours, mais j'ai le mot échec et regret, il fait pas partie de mon vocabulaire. Voilà, je vais dire ça tout de suite. Ouais. On va finir du coup avec un peu les questions de la fin. Si tu ne pouvais choisir qu'un seul souvenir sportif, le plus beau souvenir sportif que tu aies en tête et qui te vient en premier, lequel ce serait? Meilleur souvenir, bah oui, je dis souvent c'est le Dublin 82 où je sortais d'une période un peu difficile et que j'étais dans l'équipe, le dernier un peu, le 4e de l'équipe, quoi, un peu, pas le favori. Et puis finalement, on a fait une médaille d'or en équipe et je suis médaille de bronze en individuel. Donc ça a été un très très bon souvenir. Mais un autre souvenir qui m'a vraiment beaucoup plu, c'était quand j'ai gagné la finale du Global Tour à Doha, sur un parcours où ça a été le rêve, quoi. Comme on disait tout à l'heure, un parcours où tout se passe bien, que ça arrive bien. Je me sentais bien et je me souviens des moments même que c'était important quand même, 300 000 € au premier. Donc c'était déjà une belle épreuve et une finale, enfin, etc. Et ça, c'était sur le petit nuage. Donc ça, c'était des souvenirs d'un plaisir incroyable.
Et donc ça fait partie des bons souvenirs de la compétition, oui. Est-ce que tu aurais 3 livres de chevet à nous conseiller? 3 livres. Bon, bah oui, il y a quoi? Je pense que Les 5 Tibétains peut faire du bien à pas mal de monde. Ce livre qui fait des programmes, des exercices simples à faire et qu'il faut faire, faut bien le lire. Il est gentil comme tout à lire, ce livre-là, sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Eckhart Tolle qui est fait dans le moment présent, qui est il travaille beaucoup sur le moment présent. Il y a sur YouTube aussi pas mal on peut retrouver sur YouTube aussi ça. Et puis en 3e, qu'est-ce que je mettrais? Ho'oponopono ou des livres comme ça qui sont des. On va travailler bien sur le mental. C'est toujours un peu à travers, sans mettre d'étiquette, mais la philosophie des bouddhistes c'est un petit peu ce côté. Savoir à quoi sert notre pensée. Et donc c'est des livres comme ça qui sont sympas. Mais il y en a des plus durs, de Krishnamurti aussi, qui sont beaucoup là, qu'on dérouille vraiment fort, parce que ça remet en question tout ce qu'on a appris, la famille, les religions, etc. Donc remettre tout en question et puis refaire sa propre vie par rapport à ça. Donc, mais il faut y aller progressivement. Et puis je pioche dedans dans ces livres de temps en temps. C'est vrai qu'ils sont sur ma table de nuit. Ouais. On va finir avec cette dernière question. Michel, tu es un homme de challenge et d'ambition. D'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit quand je t'ai contacté pour ce podcast. On aimerait savoir quels sont tes prochains projets. Mes prochains projets, c'est de vivre de mieux en mieux. De faire attention à ma santé, déjà, d'une part, mais à mon entourage, et que les gens autour de moi soient heureux, mes enfants sont très heureux, et en famille, bien sûr. Mes projets sportifs, pas particulièrement, ça va dépendre un peu des chevaux que j'ai. Je vais essayer de continuer à monter en concours, bien sûr, sur des bons concours. Continuer à progresser et voilà, essayer de faire des bons parcours, des beaux parcours et des bons parcours. Et ça, j'ai encore du travail. Merci beaucoup d'avoir pris cette heure pour nous. On espère que ça t'a plu. Et puis, on te souhaite tout le meilleur. Hein. Ça me fait réfléchir, moi, parce que vous m'obligez à réfléchir un peu et à parler, à m'exprimer. C'est pas toujours facile, mais bon, je remercie en tout cas les gens qui m'ont écouté et puis. Prenez soin de vous d'abord. Essayez de savoir ce qu'il faut, ce que vous avez besoin pour être heureux, et puis vos chevaux aussi. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Voilà, 1 heure d'épisode et celui-ci est déjà fini. On espère qu'il vous a plu. Comme on vous le disait en entracte, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en message privé sur Instagram. On adore vous lire. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode de I Am Equestrian et en attendant, on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux. À bientôt!